Le forward backward, regardez. Si je regardais, je vous regardais à droite. À droite, vous avez justement l'algo écrit d'un point de vue mathématique. OK? Donc, xk plus 1 égale à 1 moins lambda xk plus lambda k prox gamma g xk moins gamma grade de f de xk. Alors, en fait, tel qu'il est implémenté ici, hein, dans le code, je crois en fait qu'il n'y a pas la version relaxée. Ouais, je l'ai fait exprès. Donc, le lambda k est égal à 1. Donc, effectivement, cette partie-là disparaît. Et on considère qu'il n'y a pas d'erreur. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, l'erreur, effectivement, elle est plutôt intrinsèque à la façon dont vous calculez les choses. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut calculer le gradient. Il faut vous calculiez le prox de la fonction qui n'est pas différenciable. Il faut avoir le pas de descente, gamma, et l'algo, il tourne tout seul. Donc, effectivement, si vous regardez là, j'ai pris exactement ou presque la même notation. Donc là, j'ai inversé juste f et g, mais ça, ce n'est pas grave. Regardez, fb, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un point initial, x0. Il prend l'opérateur proximal d'une des fonctions, le grade de l'autre. Vous lui donnez la constante de Lipschitz et puis après des options. Voilà. Et donc, en fait, regardez, il y a l'aide qui est écrite ici. En fait, cet algo, il minimise g plus f. G doit être différenciable avec un gradient Lipschitz. Et f est une fonction qui est convexe, etc. Et après, en fait, vous avez le choix entre plusieurs algos ici. Vous avez le forward backward, mais aussi vous avez les versions accélérées. Si vous vous rappelez, en fait, on a aussi parlé de cette version accélérée qui est là. OK, qui est ici. Donc là, je vais en parler après. Mais vous avez aussi la version de base qui est juste là. Pardon, hop là, qui est juste là. Alors, le début, en fait, c'est très simple. Hein, ça fait juste des tests pour savoir, effectivement, si vous avez passé les bonnes options, etc. Le pas qui est là, effectivement, ici, je l'appelle mu, là, je l'appelle gamma, mais ce n'est pas très grave. Et donc là, en fait, on le choisit. Vous vous rappelez, hein, je peux le choisir entre 0 et 2 bêta. Là, regardez, par défaut, je le choisis à 1,8 bêta. C'est juste un choix arbitraire, mais vous pouvez passer le choix que vous voulez. Et puis, il vous faut le nombre d'itérations, bien évidemment, parce que ça, vous allez faire une boucle for. Et regardez, l'algo, il est super simple. Une boucle for. D'accord. Alors après, vous avez en fait une progress bar pour voir le progrès de l'algo. Et regardez, l'algo, il est là. Voilà. Ah non, non. En fait, j'ai mis la relaxation. Non, j'ai mis la relaxation. Le paramètre de relaxation, il est de taux ici. Donc là, si vous le choisissez égal à 1, c'est bon. Donc par défaut, d'ailleurs, je le choisis égal à 1. Il est là. Et puis après, ça vous fait 1 moins taux fois x plus taux fois prox de x moins mu grade de g, ce qui est exactement ce que vous voyez ici. C'est vraiment cette formule. D'accord? Donc c'est très, très simple en fait, quand on regarde. Ça ne fait qu'implémenter ce qui est écrit ici d'un point de vue mathématique. Alors, c'est ça l'intérêt en fait de le faire. Alors, je ne sais pas si vous êtes… est-ce que tu peux demander si les gens sont plutôt à l'aise avec Python ou avec MATLAB, avec quoi ils programment? Tu peux demander, poser la question, s'il te plaît? Non, moi, je suis Python. Hein. Python. Donc, MATLAB, c'est bon? MATLAB, Python, d'accord. Alors, en fait, MATLAB, pour les gens qui sont à l'aise avec MATLAB, en fait, prox de f, ça va être une fonction, c'est-à-dire c'est une fonction inline, c'est-à-dire vous lui dites, j'ai une fonction qui permet de calculer le prox, j'ai une fonction qui permet de calculer le grade, et en fait, quand vous regardez, hein, le prox, vous lui passez un signal, enfin un vecteur, il vous retourne un vecteur, avec un paramètre que vous voyez ici, ça c'est le paramètre qui est noté ici, gamma, hein. Et en fait, il est ici mu, hein, c'est la même chose. Et le grade, vous lui passez en fait un vecteur, il vous retourne le grade de G évalué en ce vecteur. Vous voyez, en fait, c'est vraiment super simple à écrire. D'accord? Alors maintenant, regardons la version accélérée, que j'appelle ici Fista. En fait, c'est la même. Regardez, en fait, là, c'est la variable Y qui est égale à en fait xk plus et le t-1 sur t nu, là, que vous voyez, c'est le k sur k plus p. X nu moins x, c'est xk moins xk moins 1. Et puis après, au fait, vous appliquez le prox justement à y. D'accord? En fait, à y moins la constante de Lipschitz, 1 sur la constante de Lipschitz, grade de, le paramètre de descente, c'est le gamma qui est là. Grade de g en y. Exactement la même chose. Pareil. Mais sauf que là,
à la différence du forward backward, ici, on avait avant XK et maintenant, on va avoir YK. Comme je vous l'ai dit ici, il y a une erreur hier. Il faut mettre YK. Donc là, c'est ce que vous voyez. Y. Et une boucle for. Voilà. Et en fait, dans le même code, j'ai écrit justement les deux algos. C'est en fonction de la méthode que vous lui passez. Soit vous lui dites je veux le forward backward, soit je veux Phi-star. Et puis après, en fonction du choix que vous faites, effectivement, lui-même, il va appliquer soit cette itération, soit cette itération. D'accord? Voilà. Alors, en fait, le principe est le même pour tous les autres algos. D'accord? Donc là, en fait, vous avez aussi plein de commentaires qui vous expliquent exactement dans quelle situation ça s'applique, avec quoi ça s'applique, etc. Alors, regardons par exemple un autre algo qu'on va utiliser par la suite dans les démos, qui est Douglas Ashford. Donc là, je vais juste le descendre ici. Voilà. L'algo, il est là. OK? Alors, si vous regardez en fait cet algo, regardez, hein, il fait la même chose. Il calcule d'abord ZK plus 1,5 gigamma de ZK, et puis après, il fait cette relaxation avec gigamma B appliquée en Rprox, enfin, ou deux fois ça. Et en fait, finalement, c'est exactement ce qu'on a ici. Regardez, X égale prox G de Y. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Alors, Y, c'est la variable Z, en fait. Et puis après, Y, c'est 1 moins taux sur 2 fois Y. Donc là, c'est cette partie-là. Donc le taux, c'est lambda. Plus, et là, vous avez le Rprox. Alors, le Rprox, c'est le prox réflexif. Et regardez, vous n'avez pas à le calculer. Vous lui passez le prox de F, le prox de G. Regardez, en fait, j'ai une ligne qui permet de calculer directement le Rprox, qui est 2 fois prox moins l'identité. Donc, c'est par exemple, Rprox, c'est une fonction qui prend X, qui fait 2 fois prox de X en gamma moins X. Donc là, c'est vraiment 2 fois le prox moins l'identité, et la même chose ici. Et ça implémente vraiment ces deux formules-là, avec une boucle for. C'est exactement ce que vous voyez ici. Les deux lignes qui sont là, ce sont les deux lignes qui sont là. Vous voyez, c'est super simple en fait à implémenter. Vraiment. OK? Très bien. Alors, après, on a la possibilité de faire ça dans un espace produit. Et donc, effectivement, si vous avez plusieurs fonctions, là, je ne peux me permettre que 2 fonctions. Si, par exemple, vous avez plusieurs fonctions et vous voulez faire Douglas Ashford sur l'espace produit, pas de problème. Vous avez un code qui vous le fait à votre place. Vous lui passez le prox de chacune des fonctions et ça minimise la somme sur i de fi de x. Et là, la seule chose dont vous avez besoin, c'est juste de passer le prox de chacune des fonctions. Et puis après, le code, il fait tout ce qu'il faut. Il vous fait justement l'astuce de l'espace produit. Il applique Douglas Ashford dans l'espace produit, puis après, il vous retourne votre minimisaire avec une boucle for. Voilà. Donc, regardez, en fait, il fait d'abord l'astuce de l'espace produit ici, et ensuite, il applique Douglas Ashford sur l'espace produit, et ensuite, il vous retourne le minimisaire. Il vous le fait à votre place. Donc ça, c'est ce que j'ai raconté ici quand je vous ai parlé justement de Product Space Track. C'est ça, en fait, hein, et ça vous le fait de façon automatique. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous lui passez juste les procs des fonctions et il se débrouille. OK, alors l'ADMM. L'ADMM, c'est pareil. Alors, je vais juste revenir à l'ADMM pour que vous le voyez. OK. Voilà. Donc, c'est ces lignes-là. OK, donc en fait, il calcule d'abord XK, ensuite il calcule la variable secondaire, en fait, la variable V, et puis après la variable. Ça, ce sont les deux variables primales, et ça, c'est la variable duale. C'est le multiplicateur de Lagrange, si vous préférez. D'accord? Donc, en fait, il minimise vraiment ce genre de problème. Alors, ici, encore une fois, c'est L, ici. Et donc, il minimise F plus G rond L. Donc là, c'est ce qu'il vous dit. Hein. En fait, on minimise G plus F rond K. OK? Et K doit être injectif, etc. Et donc là, regardez ce qu'il fait. C'est très simple. Il faut que vous lui passiez le prox de KG. Alors, c'est quoi le prox de KG? C'est en fait celui qui calcule cette ligne-là. C'est ce prox, mais dans la métrique qui est dictée en fait par L. Donc, le L, c'est K ici. Voilà. Ensuite, vous mettez à jour la variable duale. Enfin, là, c'est fait dans l'autre sens, mais ça ne change rien, hein, le sens dans lequel on fait. Donc, effectivement, là, ce que vous voyez, c'est KX plus W. Donc, c'est exactement en fait ce qui est ici. Et puis après, vous avez le prox de F. Ça, c'est cette ligne-là.
Donc, c'est la variable U, en fait, c'est plutôt cette variable-là maintenant, c'est la variable T. Donc, OK. Donc, c'est prox de G sur gamma, LXK plus 1 plus UK sur gamma. Donc, en fait, c'est exactement ce que vous voyez ici. Et ensuite, vous mettez à jour la variable duale. Donc là, je l'ai appelée W. Et en fait, c'est quoi? C'est juste KX plus W moins U, en fait, qui est cette variable-là. Ce qui est exactement ce qui est ici. OK? Voilà, donc là, c'est l'ADM. Alors, vous pouvez faire aussi la même chose sur l'espace produit et vous le faites de façon automatique. Alors, je finis avec un dernier algo qui est le primal dual. Hop là. Alors, le primal dual qu'on le voit, il est là. Voilà, il est là. Alors, le primal dual, non, je vais le faire dans le cadre de l'optimisation. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il minimise F plus G rond L, hein, pareil. Hein. Donc là, vous avez effectivement G plus F rond K. Et maintenant, il n'y a plus de restriction sur le K. Ce qu'il faut lui passer, cet algo, il faut lui passer le prox de G, le prox de la conjuguée de F. Il faut lui passer l'action de K et l'action justement de l'adjoint de K. Donc, vous avez besoin en fait de L et de L étoile. Là, K et KS, c'est juste l'action de l'opérateur linéaire L et l'action de son adjoint. OK? Alors, éventuellement, j'ai même une version généralisée ici où vous pouvez même vous permettre une fonction différenciable que vous rajoutez ici. Mais bon, dites-vous, dans notre cas, là, ce qu'on va faire ici, dans CTP-là, ça sera grade de H, ça sera 0. Et regardez, alors il calcule, en fait, soit vous lui passez sigma et taux, soit vous ne lui passez pas, il les calcule automatiquement. Donc, il fait un choix pour vous. Et pour ce faire, il calcule la norme spectrale en fait, de l'opérateur L. Et puis après, il choisit sigma et taux de telle façon que justement cette contrainte soit vérifiée. Donc là, c'est ce qui est ici. Alors ici, bêta égale 0. Donc en fait, c'est juste comme on l'avait fait avant, sigma fois taux fois norme de K au carré doit être strictement inférieur à 1. Après, l'algo, c'est exactement ce que vous voyez apparaître ici. Regardez. Vous calculez justement la première étape qui est là. Prox taux de F, xk moins L étoile, UK. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Prox de G, x moins mu, l'adjoint de U. Alors ça, pour vous, c'est 0 dans votre cas. Enfin, dans le cas que je vous ai présenté hier, même si on peut le généraliser. Ensuite, vous faites la mise à jour de la variable duale avec le prox de la conjuguée. Voilà, donc là, c'est U plus l'autre constante nu, plus, et cette fois-ci, c'est justement l'opérateur appliqué à la variable optimale. Hein, c'est ce que vous voyez apparaître ici. Et ensuite, vous faites cette étape-là, x bar, l'extrapolation de xk moins xk. Et donc, effectivement, ici, vous pouvez effectivement prendre taux égale 1, excusez-moi, auquel cas vous vous retrouvez vraiment avec l'extrapolation qu'on a vue hier. Alors ici, on peut se permettre un taux qui est différent, mais c'est juste pour avoir suffisamment de flexibilité. Mais c'est vrai que le taux, ici, on le prend par défaut égal à 1. Auquel cas, l'extrapolation sur x bar, ça devient 2xk plus 1 moins xk. Donc là, c'est ce que vous voyez après. OK? Donc, en fait, les codes qui sont mis à votre disposition dans cette toolbox, c'est vraiment les codes qui implémentent mot pour mot tous les algos qu'on a vus hier. OK? Et vous avez d'autres algos dont je n'ai pas parlé hier, par exemple le GFB, ça c'est un algo qu'on avait mis, qu'on avait nous inventé. Donc effectivement, et vous avez les versions qui sont sur l'espace produit que vous pouvez regarder pour résoudre des problèmes encore plus compliqués. OK, voilà. Donc là, c'est l'esprit, en fait, finalement. L'esprit, c'est juste d'avoir des algos d'éclatement d'opérateurs qui sont très généraux et qui s'appliquent à un tas d'applications, vraiment indépendamment de l'application. Là, en fait, ce que j'ai écrit ici, c'est des algos d'optimisation qui n'ont rien à voir avec le traitement d'image. OK? Alors maintenant, essayons de voir ce que ça va donner si je veux les appliquer au traitement d'image. Donc là, maintenant, je peux effectivement fermer ici. Je ferme là. Et ça, pour ça, quand vous aurez la toolbox, OK, alors vous avez en fait des démos qui sont déjà prêtes pour vous. Après, vous pouvez les utiliser sur vos propres problèmes, hein, bien évidemment. Mais je vous ai mis des démos pour pouvoir vous faire la main. Alors, les démos, elles existent en 1D et elles existent aussi en 2D. D'accord? Alors, on va commencer simple. On va commencer par le cas monodimensionnel, un signal monodimensionnel. Alors, chaque répertoire, 1D ou 2D, il est organisé en 4 répertoires. Les données, les démos, et puis après, vous avez en fait des répertoires qui stockent des choses supplémentaires parce qu'effectivement, on va utiliser de la parcimonie.
la parcimonie, ce sera dans des domaines. Donc, effectivement, on pourra utiliser justement ces domaines. Alors, là-dedans, dans les démos, vous avez 2, 4, 6, 8. Donc vous avez une dizaine à chaque fois de démos dans un tas de situations différentes, avec du compress sensing, avec la décomposition U plus V que je vous ai montré hier, avec la déconvolution, etc. Donc là, aujourd'hui, je vous propose de faire quelques démos, à la fois en 1D, mais aussi en 2D, pour qu'on se familiarise un petit peu avec la toolbox. Alors, je vais prendre tout d'abord un exemple très simple. Donc là, je vous ai préparé déjà les codes. C'est pas celui-ci. Voilà, celui-là. OK. Très bien. Donc là, effectivement, ici, est-ce que je commence par celui-ci? Oui, bon, on va commencer par celui-là. Donc là, c'est une déconvolution de Spike. OK. Alors ça, en fait, je l'ai fait exprès de vous faire voir ce code-là, parce que c'est effectivement des choses que vous allez voir sans doute avec Vincent Duval. Alors, avec lui, vous allez le voir sur le continuum. Et en fait, on ne discrétise pas le temps, alors qu'ici, en fait, j'ai discrétisé le temps, mais bon. Voilà, c'était juste un petit peu pour simplifier les choses. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est, avant d'aller dans le détail du code, on va d'abord regarder ce que ça fait. Donc là, je l'ai préparé. Enfin, je l'ai préparé. Vous allez voir, en fait, ça va très vite. OK. Donc là, regardez, sur ma fenêtre, je vais le lancer. C'est déjà fini. Alors, on va maximiser la fenêtre et je vais vous commenter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai fabriqué, en fait, des masses de Dirac, d'accord? Un train de Dirac. Donc, c'est le train de Dirac que vous voyez, enfin, des trains de Dirac que vous voyez apparaître ici. OK? Et en fait, ces trains de Dirac, je les ai convolués par un noyau. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas ici des trains de Dirac, hein, bien évidemment, vous voyez des trains de Dirac convolués par un noyau. Et là, j'ai choisi, en fait, un noyau laplacien, dont j'ai choisi la largeur. Donc, en fait, si vous avez un train de Dirac convolué par un noyau, ce que vous voyez, en fait, c'est juste la superposition des noyaux avec les amplitudes, justement, du train de Dirac. Puisque une masse de Dirac, c'est l'élément neutre, justement, du produit de convolution. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est alors, et en plus, j'ai rajouté du bruit. Vous voyez, en fait, là, si je zoome un petit peu, voilà, hop, je vais juste mettre ça au-dessus. Voilà. Si je zoome un peu, ici, vous voyez, hein, il y a un peu de bruit qui s'est rajouté, que j'ai rajouté exprès. OK, très bien. Alors maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée est très simple. C'est vous me donnez justement ce signal comme observation et je voudrais retrouver le train de Dirac qui est derrière. OK? Alors, je peux formuler ça de différentes façons. Je vais vous en parler juste après. Mais juste pour vous faire voir. Alors, je vais juste réduire. Je vais le mettre là. OK. Donc là, hop là. Je vais écrire en LaTeX et vous allez le voir en temps réel. Donc là, soit je fais ça. Donc là, rappelez-vous, ce que j'observe, c'est Y égale à un signal X et convolué par un noyau H et plus du bruit. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'ayant justement en entrée Y, je vais résoudre ce problème-là. Et là, H star X au carré. Alors, le train de Dirac, comme c'est des Dirac, en fait, c'est un signal qui est parcimonieux. Ça veut dire, en fait, la plupart du signal est égal à 0 et quelques endroits sont différents de 0. D'accord? On appelle ça des signaux parcimonieux. Alors, les gens qui ont déjà vu la parcimonie, ils savent effectivement qu'il faut minimiser la norme L1 comme régularisation avec un lambda que vous devez choisir. Oula, qu'est-ce qu'il me raconte? OK. C'est parce que j'ai sauté une ligne, je n'aurais pas dû. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez là, effectivement, j'observe Y égale X. Alors, je vais l'appeler plutôt X0 parce que ça, c'est le signal original que je ne connais pas.
Voilà. Et donc là, maintenant, je vais résoudre par rapport à x le signal qui est le plus proche. Quand il passe dans h, il est proche de y, mais qui soit le plus parcimonieux possible. Alors pourquoi, en fait, on a fait ça? C'est parce qu'il y a du bruit. Mais ça, ce n'est pas la seule façon de faire. Je peux aussi essayer de faire la chose suivante. Min sur x de la norme 1 de x sous la contrainte que la norme de y moins x soit inférieure ou égale au bruit. Alors là, par exemple, je peux prendre la norme de epsilon. Voilà, donc là, c'est une autre façon d'écrire le problème. Alors, les problèmes sont un peu équivalents parce qu'il existe en fait une équivalence entre le lambda qu'il a et le paramètre qu'il a, de telle façon que les deux problèmes partagent le même nombre de solutions. OK. Alors, il y a un autre solver qu'on peut utiliser qu'on appelle le Danzig Selector. Alors, c'est quoi ce solver? En fait, au lieu de minimiser l'erreur, en fait, minimiser la norme L1 sous la contrainte qu'il y a une erreur sur l'observation, on va en fait minimiser ça sous la contrainte qu'il y a une erreur, cette fois-ci, sur la corrélation. Donc là, je vais appeler ça H transpose, Y moins H. Alors, c'est quoi H transpose? En fait, c'est la convolution par l'adjoint. Donc là, comme il est symétrique, donc en fait, c'est lui-même. Et là, ça sera inférieur ou égal à un paramètre taux. Donc là, on va trouver la solution la plus parcimonieuse, de telle façon que les corrélations sont les plus faibles possibles. Et la corrélation au sens de la norme L infinie. Voilà. Et donc, en fait, ces trois problèmes-là, je vais essayer de les résoudre. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait aussi une version dans laquelle je n'ai pas de bruit. Donc là, je vais le changer un petit peu de notation. Y0 égale à x0. Donc là, je mets y0. Voilà. Je vous le refais ici. OK. Et j'ai fait aussi les versions en considérant qu'il n'y a pas de bruit. D'accord? Par exemple, on peut aussi dire, dans le cas où il n'y a pas de bruit, on va plutôt résoudre ce problème-là, min, de la norme 1, de x, sous la contrainte que, justement, ici, alors, h star x égale à y0. Donc là, si vous regardez ce problème-là là, que je viens d'écrire, ce problème, alors min sur x. Donc ce problème-là, c'est la limite de ce problème quand il n'y a pas de bruit. En l'occurrence, si epsilon est égal à 0, vous pouvez prendre lambda égale 0, et effectivement, ce problème-là, le premier, là, sa limite lorsque lambda égale à 0, c'est ce problème-là. Donc quand il n'y a pas de bruit, c'est ce qu'il faudrait faire. OK? Très bien. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, en fait, si je regarde ce premier problème-là, celui-ci, vous voyez, hein, j'ai quelque chose qui est différenciable. À gradient Lipschitz, j'ai quelque chose qui est simple, c'est convexe, je peux calculer son opérateur proximal. Et donc, effectivement, ça, je peux le résoudre avec le forward-backward, éventuellement avec les versions et variantes. D'accord? Voilà, donc effectivement, toutes les variantes du FB, on va le faire, vous allez voir après. Celui-ci, il n'est pas, c'est pas différentiable. D'accord? Donc là, ce problème-là, vous minimisez ça sous cette contrainte. OK? Donc effectivement, on va le résoudre plutôt avec quelque chose qui va être soit du DR, Douglas-Rashford, soit du primal dual. OK? Voilà, parce qu'effectivement, on a un opérateur linéaire ici. Alors, on peut aussi utiliser l'ADMM. Je ne sais pas si je l'ai fait avec l'ADMM. Non, je ne l'ai pas fait avec l'ADMM. Je regarde ici, hein. ISTA, FISTA, BP, BPDN, et voilà. Donc là, je l'ai fait, celui-ci, je l'ai fait avec Douglas-Ashford. Éventuellement aussi, on peut faire le primal dual, même si je ne l'ai pas fait. Ici, ça, je l'ai fait avec le primal dual. Et ici, celui-ci, je l'ai résolu avec Douglas-Rashford aussi. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai fait en fait pour tous ces algos. Donc le premier FB, le deuxième Douglas-Rashford ou primal dual et Douglas-Rashford.
Alors, ce problème-là, on a pour l'habitude, celui-ci, on a pour habitude de l'appeler le lasso. Il porte un nom. Celui-là, on a pour habitude de l'appeler BPDN, Basis Pursuit Denoising. Celui-ci, on a pour habitude de l'appeler le Danzig Selector. Et celui-ci, on a pour habitude de l'appeler Basis Pursuit. Pour les gens qui connaissent un peu la parcimonie, c'est des noms qui sont consacrés, qui sont connus. Voilà, donc là, en fait, vous allez voir effectivement des résultats avec plusieurs algos. OK? Et en fait, ici, je l'ai fait avec du FB, mais je l'ai aussi avec Fista. J'ai fait les deux. Alors, en fait, quand je l'ai fait avec FB, vu qu'ici, c'est la norme L1, on appelle ça ISTA. Voilà. Alors, voilà les résultats que vous voyez apparaître ici. Si vous appliquez, en fait, votre algo, vos algos. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que ça, je l'ai fait sur le lasso avec du forward backward. D'accord? Ça, c'est du lasso avec du forward backward accéléré. Ça, c'est avec du Douglas Rashford sur BPDN. Ça, c'est avec le Danzig Selector. Et ça, encore une fois, non, ça, c'est sans bruit. Ça, c'est sur BP. Ça, c'est sur BPDN avec BPDN et donc résolu avec Douglas Rashford. Et puis, le primal dual appliqué au Danzig Selector. Alors, ce que vous voyez, en fait, en particulier, juste pour que vous puissiez un peu vous repérer, je vais faire un zoom là-dessus, hein, vous avez un peu de bruit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Ou ce n'est pas très visible? Alors, on va le faire plutôt là-dessus, comme ça, vous allez encore mieux voir. Regardez, en fait, vous avez des points bleus et puis des points rouges. Alors, le point bleu, ça, c'est les masses de Dirac de départ, celles que je ne connaissais pas, c'est X0. D'accord? Donc, je l'ai fait parce que c'est moi qui ai simulé. Hein. Le train de Dirac qui est là, c'est moi qui l'ai simulé. Donc, les points bleus, ce sont le train de Dirac original. J'ai observé, résolu les problèmes que je vous ai fait voir avec les différents algos et j'ai reconstruit un certain X qui est le minimiseur. Et en fait, à chaque fois, le rouge que vous voyez apparaître, c'est le X qui a été reconstruit par chacun des algos. Et en particulier, si vous voyez ici, regardez, hein, en fait, ça épouse parfaitement, justement. Alors, mais ici, c'est sans bruit. Donc, forcément, là, c'est avec Douglas Rashford. Donc, ça marche super bien. On reconstruit pile poil les spikes originaux. Et ça, c'est avec bruit. Donc, c'est normal, il y a du bruit. Donc, en fait, on ne va pas reconstruire tous les spikes. C'est pour ça que là, vous voyez en fait que les spikes sont légèrement au-dessus ou en dessous, parce qu'effectivement, il y a une erreur du fait qu'il y ait du bruit. Hein. C'est normal. OK? Et ça, avec les différents algos. Donc, en fait, les différents algos, ils ont à peu près les mêmes performances. Et on reconstruit vraiment les spikes, tous les spikes ont été reconstruits. Même le plus petit. Regardez celui-ci, il est très, très petit et on arrive à le reconstruire. Il est très, très petit. Donc, son amplitude, c'est -1, 10, -3 et on arrive à le reconstruire. Alors, l'autre chose aussi, je vous ai dit hein, que les algos, ils ont des taux de convergence. Alors, je vais vous faire voir, par exemple, pour le forward backward. Vous avez une question? Non, ça va? Il y a quelqu'un qui parle, c'est pour ça. Donc là, en fait, si vous regardez, le forward backward, il a une vitesse de convergence qui est en 1 sur K. D'accord. Quelque chose, Adji? Adji, ça va? Oui. Débrouiller sur. Alors, on a une vitesse de convergence de 1 sur K sur l'objective avec le forward backward. Et avec la version accélérée, on a une vitesse de convergence qui est en 1 sur K carré. Et c'est ce qu'on voit ici. Bonjour Falal. Oui. Il y a eu une petite interruption d'environ 2 minutes à partir du moment où vous disiez, vous voyez les points bleus. D'accord, ok. Je reviens dessus. C'est ce que j'avais simulé moi-même. Enfin, c'est ce que j'avais pas simulé, mais je ne reprends pas. Et là, ça a coupé. Et voilà, ça vient de reprendre. Merci. D'accord, ok, pas de problème. Parce que moi, je vous voyais tout le temps, c'est pour ça. Ok, bon, bah, pas de problème, je le reprends. Alors, je reprends. En fait, ici, sur les différentes figures, alors pas celle-là, mais celle-ci, pardon. Voilà, hop là, voilà. Celle-là, 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 celle-là. Vous voyez, en fait, il y a deux types de points, des points bleus et des points rouges.
Alors, les points bleus, ce sont les spikes que moi, j'ai simulés. C'est X0. Les points rouges, ce sont les spikes, donc les trains de Dirac, qui ont été reconstruits par mes algos en résolvant les problèmes d'optimisation que je vous ai mis tout à l'heure. Alors, en fait, ici, ici, ici et ici, ça, c'est la reconstruction à partir des données bruitées. Ici, c'est la reconstruction à partir des données non bruitées, sans bruit. Alors, quand on n'a pas de bruit, regardez, en fait, le bleu, il tombe pile poil au même endroit que le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai reconstruit exactement mes spikes. Et tous mes spikes, il n'y a aucune erreur dans la reconstruction. L'erreur est uniquement numérique. Hein. Je peux faire un gros zoom si vous voulez. Et en fait, vous allez, le bleu, il est pile poil au milieu du rouge. C'est juste pour le voir. Idem pour le plus petit. Même le plus petit, j'arrive à la construire. Qu'il a. Donc voilà, donc je reconstruis pile poil mes spikes, sans aucun problème. OK? Donc le rouge, c'est ce que j'ai simulé. Le bleu, c'est ce que je reconstruis. D'accord? Voilà. Et donc effectivement, la reconstruction ici est exacte. Donc ça veut dire que l'algo sans bruit marche super bien. Et maintenant, quand on a un peu de bruit, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne va pas reconstruire exactement les stacks. Il va les reconstruire à une erreur près. Vous ne pouvez pas faire mieux. Mais il les reconstruit quand même. Mais vous avez une petite erreur, forcément. Donc vous voyez ici, 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 avec les différents algos, les différents problèmes d'optimisation qu'on a, ils ont tous à peu près les mêmes performances. Et les reconstructions se passent très, très bien. Alors, il y a une petite erreur, forcément. D'accord? En fait, et cette erreur, on l'anticipe. Hein. On sait même la calculer. Et idem, même pour le plus petit, effectivement, là, c'est le spike d'origine, ça, c'est le spike reconstruit. Donc, effectivement, il y a une erreur quand même. Hein. C'est normal. Plus c'est petit, plus ça va être noyé dans le bruit, plus ça sera difficile. Plus c'est grand, moins ça va être noyé dans le bruit. Donc, ça dépend en fait du rapport signal sur bruit. Mais n'empêche que les algos, même avec du bruit, ils se débrouillent très, très bien. Ils arrivent à tout reconstruire. OK? Alors, maintenant, je vais regarder un peu ce qui se passe ici. Alors, ce qui se passe ici, je vais faire une petite chose. Je crois que je peux le faire. Alors, trois parties inspector. Je vais le mettre en log pour que vous voyez un peu. Et on va le mettre en log-log. Alors, x-axis. Où est-ce qu'on le fait, ça? Ah non, bah, ça doit être là. Voilà. C'est ici. On ne peut pas faire le scale. Sinon, je vais le faire à la main. Ah voilà, c'est là. Donc là, x-scale, on va le mettre en log. Et l'y-scale, on va le mettre aussi en log. Voilà. Alors, rappelez-vous, quand on a fait la théorie, on a dit que la vitesse de convergence du forward-backward était en 1 sur k, donc pi star dans ce cas-là. Et la vitesse de convergence de la version accélérée est en 1 sur k carré. D'accord? Ça veut dire, en fait, si vous faites ça sur une échelle log-log, il y en a une qui doit avoir une pente de décroissance qui est le double de l'autre. Donc là, ce que vous voyez, en fait, en très plein, vous avez I star, sans relaxation. Et regardez, en fait, c'est assez clair. Donc, alors, on oublie ce qui se passe justement pour les grandes itérations. Vous voyez, c'est vraiment linéaire avec une certaine pente. Alors, cette pente, en fait, il se trouve qu'elle est vraiment de -1. Parce qu'une fois que je mets la version accélérée, Fista, qui est en fait ce trait-là, regardez, là, la pente double. Ce qui anticipe exactement, en fait, enfin, ce qui exprime exactement ce qu'on avait anticipé. Une pente en log-log de -1 ici, une pente double de -2, en fait, finalement, quand on a un Fista, qui est 2 fois plus rapide. Enfin, qui est 2 fois plus rapide. Bon, pardon. Qui est en fait, quand on dit 2 fois plus rapide, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre, qui est en fait qui a une vitesse plutôt qui est sous-linéaire, mais qui est justement le carré de la vitesse sous-linéaire du cas du forward-backward. Voilà, donc c'est ce que vous voyez ici. Clairement, le message qu'il faut en garder, c'est que Fista, c'est vraiment un algo qu'il faut privilégier. Il marche vraiment très, très, très bien. OK? Voilà, donc là, c'est un premier exemple sur la déconvolution. Alors, je vais vous montrer en fait un autre exemple. Cette fois-ci, hop là. Donc là,
je reviens ici. Et après, je vais vous expliquer un peu quel est le problème. Toujours. Allez, on va prendre celui-ci, la décomposition. Alors, je le lance d'abord, vous allez voir les résultats. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait et d'un point de vue mathématique et puis comment on a utilisé les algos. Très bien. Donc, test. Voilà. Donc là, c'est ce code-là, en fait. Non, pas du tout. Ce n'est pas celui-ci. Voilà, donc là, vous voyez, hein, c'est assez rapide. OK. Alors, pour les gens qui connaissent la décomposition U plus V en traitement d'image, ça, c'est la version 1D de cette décomposition. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, ici, ce que j'ai fait, pardon, c'est que j'ai fabriqué des textures. Donc, ça, c'est ce que vous voyez, en fait, ce qui est oscillant. Ici, c'est des textures très localisées. Donc, ça, c'est un modèle de texture hein, en 1D. Et j'ai fabriqué aussi une texture là et une texture là. Et j'ai superposé ça à un signal qui est régulier. D'accord? Voilà. Et en fait, plus exactement, ce signal régulier, en fait, c'est plutôt des espèces de gaussiennes, des bumps. Et j'ai mélangé les deux. Voilà. J'ai mélangé en fait les bumps avec donc, quelque chose de très régulier avec des choses qui ressemblent plutôt à des textures localement. OK? Alors maintenant, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de séparer les deux. Alors, essayons d'écrire ça mathématiquement d'abord, et puis après, on reviendra sur le résultat et on va voir le code, ce qu'il fait. Donc, pour cela, je vais voilà, prendre. Donc là, c'est le premier exemple. Donc là, c'est le premier exemple que je vous ai mis tout à l'heure. Je le fais exprès comme ça, comme c'est enregistré, vous aurez en fait une trace. Voilà, donc là, c'est le premier exemple avec la déconvolution. Donc maintenant, on va regarder le problème 1D, mais en décomposition. Bon, en fait, là, j'ai mis 1D, mais on s'en fiche. En fait. Ça marche. Ce que j'ai écrit s'applique aussi à des images. La décomposition. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai changé le modèle. Maintenant, Y0, ce n'est pas X0 convolué par H. Non, non, non. Là, c'est en fait la somme de deux images. D'accord? Alors, cette image-là, je vais l'appeler composante 1 et composante 2. Donc, en fait, X1 et X2. OK? Alors, ici, comme commentaire, en fait, X1 X1, c'est texture. Et X2, ça va être plutôt des gaussiennes. Et après, j'ai fait la même chose. Y égale Y0 plus epsilon. Alors maintenant, le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'à partir de Y0 ou de Y, je voudrais reconstruire X1, X2. Donc maintenant, il faut que je minimise par rapport à X1 et X2. D'accord? Y moins. Alors là, je l'ai noté. Alors, je vais les noter originales ici pour dire effectivement que ce n'est pas les mêmes. Donc là, X à X2 et Y moins X1 plus X2. OK? Et maintenant, il va falloir que je les différencie. Alors, pour les différencier, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire deux dictionnaires. Un dictionnaire pour X1 et un dictionnaire pour X2. Alors là, en l'occurrence, je le fais en synthèse. Ah oui, c'est en synthèse. Donc maintenant, l'hypothèse que je vais faire, c'est que X1, donc X original 1, c'est égal en fait à un dictionnaire fois alpha 1 original.
Et je fais la même chose pour le deuxième. Je dis en fait que finalement, x1 et x2, c'est la somme d'un certain nombre d'atomes, de fonctions élémentaires. Et il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait en fait que alpha 1 et alpha 2, alors je vais lui dire que c'est alpha i, sont parcimonieux. Parcimonieux. Donc c'est vraiment là, ça, l'hypothèse fondamentale. Parcimonieux. Alors si ça, en fait, c'est mon hypothèse, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais minimiser par rapport à alpha 1 et alpha 2, y moins phi 1 alpha 1. Alors les dictionnaires, je les connais. Hein. Et phi 2 alpha 2. Donc c'est finalement ça toute la clé du succès de la séparation. Et bien évidemment, je vais minimiser ça sous la... en fait, je vais promouvoir la parcimonie de alpha 1 et de alpha 2. Donc là, il y en a deux. Alors, je peux même faire un lambda 1 ici, un lambda 2 ici. Voilà, hop, alpha 2. Alors, le problème ici, c'est qu'il va falloir choisir les lambda i. Donc, ce n'est pas très, très pratique. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai résolu plutôt sous forme contrainte, que vous voyez ici. D'accord? Donc, maintenant, je reprends exactement la même chose. Là, min. Et là, je vais minimiser alpha 1 et alpha 2 plus alpha 1. Vous avez compris, en fait, maintenant le jeu. Non, pas du tout. C'est là qu'il faut le faire. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, c'est bien ça. Hop là. Donc là, je vais faire la version contrainte, c'est-à-dire en fait la version qui est semblable à celle-ci, mais avec la même chose. Hein. Donc là, alpha 1 plus alpha 2. Et sujet à la contrainte qui est là, c'est que ça soit inférieur ou égal à epsilon. Et j'ai fait la même chose, mais sans bruit cette fois-ci. Auquel cas, je vais utiliser DR ou BPD ou primal dual d'ailleurs. Sujet à la contrainte que Y0 est égal à cette somme-là. Voilà, c'est quand il n'y a pas de bruit. Voilà, donc là, en fait, c'est ça, en fait, l'hypothèse que je fais, c'est que j'observe ici Y0 qui est égal à, et puis j'ai la même chose avec bruit, hein. Là, je peux mettre des et pour bien aligner. Qu'est-ce qu'il va faire là? Bon, c'est pas grave, on n'y voit rien. Voilà, donc là, effectivement, j'ai Y0 qui est égal à X1O plus X2O. X1O, c'est de la texture. X2O, c'est des gaussiennes. Donc là, en fait, on est vraiment en train d'implémenter finalement les résultats qu'on a vus hier ensemble dans le préambule. Vous voyez, en fait, c'est assez lourd. Hein. C'est pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qui sont triviales. Puis après, je mets éventuellement du bruit. Maintenant, ce que je sais, c'est que la texture, comme les gaussiennes, c'est parcimonieux. Alors, par exemple, pour les gaussiennes, regardez, j'ai juste 3 gaussiennes. D'accord? Donc, effectivement, ici, si je mets les colonnes de phi2, cette matrice-là, je mets des gaussiennes, OK, translatées avec une certaine largeur. Ben, en fait, le alpha 2, ici, il faudrait qu'il soit, il n'y en ait que 3, typiquement, qui sont différents de 0, et les autres à 0. Alors, ce n'est pas comme ça dans la pratique, parce que j'ai utilisé un dictionnaire qui n'est pas des gaussiennes, mais plutôt une transformée d'ondelettes, mais ça marche. Et ici, j'ai mis en fait Fourier. J'ai mis du Fourier local. En fait, c'est vraiment une DCT locale que j'ai mise pour représenter les choses qui sont oscillantes, mais limitées dans le temps. Et j'ai résolu à la fois ce problème-là et ce problème-là. D'accord? Alors ça, je l'ai fait avec Douglas Rashford. Alors ici, il n'y a plus de inférieur ou égal, forcément. Voilà. Excusez-moi. Donc là, je l'ai fait avec Douglas Rashford et l'autre, je l'ai fait avec du primal dual.
Donc ça, c'est le problème de la décomposition. Ça, c'est le problème de la déconvolution. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ça, on va essayer de commenter un peu les résultats. Donc effectivement, pardon, si je regarde la première version, là, où j'ai mis la version qui est pénalisée avec lambda 1, lambda 2, si vous les choisissez correctement, il faut les choisir hein, quand même, voilà en fait ce qui vous reconstruit. Mais ça, sur la version bruitée. Il vous dit que x1, c'est ça, parce que genre, vous reconstruisez alpha 1 et pour avoir x1, vous faites juste phi 1, alpha 1. Vous reconstruisez alpha 2 et pour avoir x2, c'est juste phi 2, alpha 2. Voilà, il vous dit que la texture, c'est ça et les gaussiennes sont là. D'accord? Comme il y a du bruit, ce n'est pas super net, ce n'est pas super propre, mais c'est normal hein, parce que les gaussiennes, c'est très, très difficile à reconstruire, notamment ici parce que j'ai mis un dictionnaire qui est un dictionnaire d'ondettes. Très bien. Alors maintenant, si vous faites le BP, mais sans bruit. Alors quand vous regardez, en fait, quand c'est sans bruit, la reconstruction est parfaite ici, et la séparation, elle est vraiment très, très, très bonne. D'accord? Donc, vous voyez, effectivement, là, je reconstruis quasiment parfaitement les textures et aussi extrêmement bien les gaussiennes. Donc, mais là, il n'y a pas de bruit. Hein. Dans celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, il y a du bruit. Celui-ci, il n'y a pas de bruit. C'est pour ça que j'ai appliqué Douglas-Ashford. C'est le deuxième problème. Alors, maintenant, si vous faites avec du bruit, donc là, vous allez faire du Douglas-Ashford sur BPDN, sur la version qui était pénalisée, là, que je vous avais montré. Donc, effectivement, vous avez des performances qui sont semblables à ce que vous avez sur le lasso. Et c'est normal, il y a du bruit, donc ça ne sera pas parfait. Alors, je l'ai même fait avec du Danzig Selector. Bon, c'est pas grave. Hein. Et puis, ça, c'est notre algo qu'on avait aussi mis au point il y a un moment. Mais bon, ce n'est pas ça le plus important. C'est que vous reteniez effectivement que le même cadre s'applique dans ce cas-là. Alors, on va juste revenir un petit peu au code pour que vous voyez un peu comment c'est écrit, que vous compreniez. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont juste de la préparation des données. Donc, typiquement, ici, je peux le faire aussi sur la décomposition. Hein. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai généré un signal parcimonieux, par exemple, pour la déconvolution. Donc là, j'ai généré mon train de Dirac. Ensuite, j'ai généré H. Ensuite, j'ai fait la convolution dans Fourier. Ensuite, j'ai rajouté du bruit. J'ai calculé la constante de Lipschitz parce que je la connais dans ce cas-là, hein, de la partie qui est différenciable. Et puis après, regardez, j'ai fabriqué le prox de F, le prox de G, ou alors le grade de G, ça dépend de l'algo que j'utilise. Regardez, hein, le prox de F, c'est juste du seuillage doux, ce que je vous ai montré hier. C'est le truc qui fait ça, ça et ça. Le gradient, c'est simple. C'est juste l'adjoint de l'opérateur linéaire appliqué à Lx moins Y. Donc ça, on l'a déjà calculé hier. Et puis après, vous balancez forward-backward. Pour basis pursuit, vous avez besoin du prox de F, du prox de G. Alors, si vous ne connaissez pas le prox de la conjuguée, vous n'avez pas à le faire. Dans la toolbox que je vous ai donnée, si vous connaissez le prox d'une fonction, d'accord, vous avez une petite fonction qui vous permet de calculer le prox de la conjuguée en appliquant ce qu'on appelle l'identité de Moreau. Vous n'avez pas à le connaître. Si vous savez calculer le prox de F, eh ben, vous prenez juste prox de F, vous le passez à cette fonction et ça vous retourne le prox de la conjuguée. Donc, c'est transparent pour vous. C'est vraiment complètement transparent. Et après, vous appliquez le primal dual. Vous pouvez aussi appeler le Douglas-Ashford. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment faire jouer comme vous voulez. Puis après, c'est juste de la visualisation. C'est rien du tout. Alors, pour la décomposition, c'est pareil. Regardez, j'ai fabriqué la texture. Elle est là. J'ai fabriqué les gaussiennes. Elles sont là. Regardez, hein, vous avez 3 gaussiennes. Et ici, vous avez 3 cosinusoïdes qui sont localisés. Après, je fabrique les dictionnaires, je fabrique phi 1, je fabrique phi 2. OK. Et puis après, je fabrique Y0 et je fabrique Y. Donc Y0, c'est la somme des deux, et Y, c'est la version, c'est Y0 plus du bruit. Et puis après, la même chose qu'avant. Je passe K, je passe l'adjoint. Alors K, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est juste phi 1 et phi 2, donc la concaténation des deux. L'adjoint, c'est quoi? En fait, c'est juste la concaténation des adjoints. Et puis après, le prox de l'un, c'est encore une fois, comme c'est de la normale 1, c'est du soft thresholding. Et pour l'autre, c'est la même attache de données. C'est exactement la même chose. En fait, là, cette partie-là, vous voyez apparaître ici, à partir de là, c'est exactement le même code qu'avant. C'est le même code que je vous ai montré pour la déconvolution. Je ne change que K et KS, parce que c'est la seule chose qui change.
parce que K et KS, pour la convolution, bah, c'est l'opérateur de convolution. Pour la séparation, en fait, c'est juste phi1 et phi2. C'est juste deux matrices. OK. Alors, maintenant, on va rester sur la décomposition, mais on va faire ça en 2D. Vous vous rappelez, hein, en fait, là, je reprends mes équations là, que je vous ai montrées. La décomposition, je ne vous ai jamais dit que c'était juste un signal monodimensionnel. Ça peut être des images. Et bien, en fait, le même code, j'ai juste changé phi1 et phi2. C'est la seule chose que j'ai changé. Donc, le code, il est là. Il est ici, pardon. Hop là, pas là, pas celui-là. C'est bon, il disparaît. C'est celui-ci. Voilà. En fait, c'est exactement la même chose. J'ai fabriqué la partie texture. Regardez. Make 3 patches of textured parts. Make Gaussian parts. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Et puis après, j'ai fabriqué Y0 comme avant, Y comme avant. J'ai pris Y0, j'ai rajouté du bruit. Et tout le code, le reste du code, c'est exactement le même que dans le cas 1. C'est exactement le même. C'est du copier-coller. Et le résultat, il est là. Je vous le montre. Je l'avais déjà préparé. Ça, ce que vous voyez apparaître ici, d'accord? Ça, c'est Y. C'est ça, plus du bruit. Vous voyez, hein, il y a un peu de bruit ici. Donc là, j'ai fabriqué cette image, je les ai superposées et j'ai rajouté du bruit. Maintenant, le problème que j'ai, je voudrais reconstruire ça et ça à partir uniquement de ça. C'est un problème très difficile, hein, parce que vous le faites à l'œil, et même à l'œil, ce n'est pas toujours facile. Et là, on va le faire de façon automatique. Donc, juste à partir de ça, je vais pouvoir reconstruire quelque chose qui ressemble à ça et quelque chose qui ressemble à ça. Alors, essayons-le déjà dans le cas sans bruit. Et on va résoudre ça, justement, avec Douglas Rashford. Donc, effectivement, si je le fais dans ce cas-là, regardez. Là, je n'ai pas de bruit. Donc, en fait, l'image originale, elle est là. Et donc, effectivement, là, il vous reconstruit cette image-là. Et il vous dit, voilà ce que je reconstruis comme étant les gaussiennes et voilà ce que je reconstruis comme étant la texture. C'est exactement ça. C'est exactement ces deux images. En fait, quand vous regardez la différence entre les deux, c'est juste la différence, elle est de l'ordre de la précision numérique. Donc, ça marche vraiment super, super bien. Regardez le rapport signation bruit, le PSNR, il est de 53, ce qui est très élevé. Donc, voilà, il arrive vraiment à séparer ces deux-là. Donc, en fait, ça, vous pouvez l'appliquer aussi à l'image que je vous ai montrée hier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, c'est exactement le setting de cet exemple-là que je vous ai montré hier, celui-ci. D'accord? Ici, dans cet exemple-là, sur la figure, sur le code, j'ai en fait uniquement deux images à séparer, plus le bruit. Ici, hier, j'avais en fait 3 images plus le bruit. Voilà, donc au lieu d'en avoir effectivement 2, là, j'en ai 3. Et bien évidemment, il faut changer aussi légèrement les dictionnaires, mais c'est exactement la même idée. Et en fait, si vous avez du bruit, bah, vous pouvez appliquer d'autres algos. Enfin, vous pouvez formuler ça sous une autre forme. Quand j'ai dit forme, c'est finalement ce que je vous ai montré, hein, ici. C'est-à-dire, pardon, là, par exemple, si vous avez du bruit, vous pouvez soit résoudre ça, soit résoudre ça. Si vous n'avez pas de bruit, bah, vous résolvez ça. Donc là, j'ai résolu ces deux problèmes-là avec différents solvers. J'ai fait le lasso avec Fista. Donc là, c'est ce que je récupère. Ah, vous voyez effectivement que là, ce n'est pas parfait, la reconstruction. Bon, sur la texture, ça marche très, très bien. Sur les gaussiennes, un tout petit peu moins bien, mais bon, c'est normal, hein, j'ai du bruit. J'ai fait la même chose, mais cette fois-ci sur la version contrainte, que j'ai résolue aussi avec PP. Et puis, je l'ai fait en primal dual aussi avec le Naustic Selector. Mais en fait, les performances sont très, très semblables, comme on peut le voir. Mais en fait, il arrive vraiment à séparer justement des textures de quelque chose de plus régulier. Donc là, le code que je vous ai filé, hein, la librairie que je vous ai donnée, vous pouvez vous amuser à faire de la séparation de textures composantes. Oui. Il y a une question là. Il demande du code avec quel langage là? Ah bah, tout est en MATLAB. C'est ce que je vous ai demandé. Vous êtes à l'aise avec quoi? Vous m'avez dit que vous étiez à l'aise avec MATLAB. Voilà. Tout est en MATLAB. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bon? Donc, la bibliothèque est en MATLAB. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il ne passe pas? Oui. Est-ce que vous allez télécharger là tout?
C'est pas grave, continue, je vais aller le voir ça. C'est bon, Jalal, vas-y. Oui, c'est bon. OK, d'accord, très bien. Alors, oui, ce que je disais, c'est que si je reviens en fait au répertoire, par exemple, pour le cas, pour les exemples de D, pour les démos, vous avez vraiment des vrais exemples. Regardez, hein, celui-ci là, ça, c'est la décomposition U plus V de Barbara. Alors, je ne l'ai pas fait ici parce que ça met un peu de temps à tourner, mais en fait, ça marche très, très bien. En fait, si vous lui donnez Barbara, il va séparer la texture, c'est-à-dire du pantalon et de la table, il va vous la séparer du carton. Vous pouvez faire tourner ce code-là sur Barbara et ça marche super bien. Mais vous pouvez aussi le faire tourner sur votre image préférée. Je vous ai aussi mis cet exemple-là. Il s'appelle ici test déconv Jupiter. Il est là. Donc ça vous reproduit en fait l'expérience qu'il a. Test déconv Astro 2. Donc là, je pense que je vais vous le faire tourner là. Et oui, CS Fourier, TE Chef Logan, c'est celui-ci. En fait, c'est cet exemple-là. En fait, tous les exemples que je vous ai mis hier, ils sont dans le code. Ils sont dans la librairie. Vous pouvez en fait vous amuser avec. OK, donc là, on a fait de la décomposition. On a fait de la déconvolution. Alors maintenant, je vais vous faire un petit exemple. Alors juste, oui, pendant qu'on est sur la déconvolution, alors, pendant qu'on est sur la déconvolution, je vais essayer de vous faire quand même la déconvolution en 2D. Ah oui, c'est Astro. Déconv. Non. Comment il s'appelle, lui? Ouais, c'est déconv synthesis. Voilà. Déconv synthesis. Astro. Donc là, c'est un exemple qui est synthétique, mais avec une image qui est issue en fait de simulation Astro. Donc, je vais le laisser tourner. Et puis, on va aller voir le dernier exemple en 2D. En 1D, pardon. C'est quoi ça? Ah oui, et ça, c'est le compress sensing. Alors, je vais vous l'expliquer ce qu'il tourne là. On attend. Oh, c'est que ça prend quelques secondes à chaque fois. C'est des images 2D, donc c'est des images assez grosses, celle-là en l'occurrence. Je ne sais plus combien, c'était 1024 par 1024, un truc comme ça. Je vais regarder. Ici, sur la déconvolution. Non, c'est 256 par 256. C'est pas très, très gros. Voilà, il est en train de tourner. On va le laisser tranquille. OK. Alors, juste vous expliquer un peu ce que c'est le compress sensing, ce que je vous disais hier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un signal qui est un signal qui est, si je ne m'abuse, je crois que c'est… Ah oui, voilà, c'est en TV1D. OK. Alors, je vais vous expliquer d'abord les équations et puis après, on va aller vers le code. Alors, compress sensing. En français, ça s'appelle l'échantillonnage compressif. OK. Alors, la première chose, c'est qu'on va changer de modèle. En fait, Voilà. OK, bon, bah, il l'a déjà fait. Je peux déjà commenter en fait ce qu'on a obtenu ici. Donc ça, c'est un problème de déconvolution sur une image qui est synthétique. Hop, voilà. C'est la barre là qui ne veut pas s'enlever. OK. Voilà, très bien. OK. Donc là, ce que vous voyez, ça, c'est une image qui est une image astro qui a été simulée par des gens au CEA. Et en fait, alors, ce n'est pas une vraie image, hein, c'est vraiment une image qui est synthétique. Et ils ont synthétisé une image avec plein de galaxies. Donc là, vous voyez, en fait, il y a des galaxies plutôt isotropes, des galaxies anisotropes, comme on peut le voir ici. Voilà. Voilà. Oui.
J'ai regardé rapidement là, mais est-ce qu'il ne faudrait pas installer d'abord Wavelab? Non? Est-ce qu'il faut avoir Wavelab? Non, ce n'est pas obligatoire, mais s'il y a Wavelab, c'est pas mal. Ouais. Ah oui, oui, si, tu as raison. Il faut avoir. Je l'explique. Hein. Alors, alors, je vais juste regarder. Oui, oui, tu as raison. Il y a un truc, un README. Non, mais il y a en fait un README qu'il faut lire. Ah, voilà, c'est ça, le README qui est là. Lisez le README hein, pour l'installation. Alors, il vous dit la chose suivante. Il vous dit en fait que, voilà, donc, examples. Et en fait, to install, si install, voilà. Donc, en fait, il faut plutôt regarder install. Et là, il vous dit en fait ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, il vous faut, déjà, en fait, c'est absolument fondamental, il vous faut justement Wavelab, effectivement. Et juste avec Wavelab, ça marchera. Tous les exemples indés, ils marcheront. Ok, d'accord, merci. Ok, ok. Alors, je reviens à ça. Ok, donc là, je vous ai dit, ça, c'est une image qui a été simulée. D'accord? Et effectivement, ces images-là, généralement, elles sont capturées par des télescopes. Et ces télescopes-là, généralement, ils ont une optique qui n'est pas forcément bien réglée, donc elle peut être défocalisée. Et du fait qu'elle soit défocalisée, fait que l'image que vous allez observer, ça va être une image qui va être floutée. Et en plus, elle va être bruitée. Donc là, c'est ce que j'ai simulé ici. J'ai simulé une image qui est floutée, comme si ça a été vu par un télescope et bruitée. Donc vous voyez, en fait, cette image-là, une fois que vous l'avez floutée, eh ben, du fait de la convolution, vous allez perdre en résolution. Par exemple, regardez ici. Ici, j'avais 3 galaxies. Ici, j'en vois plus une ou deux. D'accord? Donc, effectivement, tout se confond. Là, j'en ai plusieurs. Par exemple, là, ici, j'en ai 3. Et là, effectivement, tout commence à se mélanger. Donc, on perd en résolution. OK? Et ici, par exemple, vous en avez 2. Là, il n'y en a qu'une, etc., etc. Et donc, l'idée maintenant, c'est, à partir de cette image, reconstruire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est un problème de déconvolution qui tombe sur le coup de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de ce modèle. Si je regarde ce modèle-là, c'est exactement ça, en fait. Hein. Sauf que maintenant, X0, c'est plus des spikes, c'est des galaxies. Le H, c'est effectivement quelque chose que j'ai simulé, et c'est tout. Mais tout le reste, c'est pareil. Alors, il y a une petite différence, c'est que maintenant, l'image que je reconstruis, comme ce n'est pas un spike de Dirac, ce n'est pas l'image qui est parcimonieuse, c'est la transformée en ondelette de l'image qui est parcimonieuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une image qui est une somme de trucs qui sont isotropes. Et ça, c'est typiquement ce que la transformée en ondelette aime bien, parce que c'est très localisé et isotrope. Voilà. Alors maintenant, si vous résolvez exactement comme tout à l'heure, c'est en fait le code que j'ai écrit pour ça, c'est exactement le même code que j'ai écrit pour la déconvolution 1D. J'ai juste changé le dictionnaire. Au lieu que ça soit l'identité, j'ai mis les ondelettes. Voilà. Et voilà ce qu'on arrive à reconstruire, avec et sans bruit. Voilà. Donc là, c'est avec bruit. Là, c'est sans bruit, avec Douglas Rashford. Là, c'est avec bruit. Là, c'est avec bruit, mais avec justement différents problèmes et différents solvers. Et vous pouvez comparer à l'image originale. D'accord? Vous voyez, hein, ça marche vraiment super bien. On arrive vraiment à reconstruire la résolution qu'on avait perdue. Donc, typiquement, regardez, ces 3 objets qui sont là, on arrive à reconstruire. Hein, ils étaient très atténués ici. La perte de résolution qu'on avait ici, ben, on arrive en fait à la contrecarrer. Maintenant, on arrive vraiment à reconstruire justement les sources qui sont derrière, etc. Donc, ça marche vraiment très, très bien. OK. Pardon. Hop. Alors, je vais juste terminer là-dessus sur le compress sensing, mais je vais le faire qu'en indé. Et puis après, bon, pour le 2D, ça sera pareil. Et puis, je pense qu'on sera bon. Ce sera vers midi, ce qui est l'horaire qu'on avait prévu. Alors, ici, en fait, je vais prendre X et je vais lui appliquer en fait un opérateur grand H qui a une matrice. Et ça va être en fait une matrice aléatoire. Alors, par exemple, cette matrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe dans Fourier. D'accord? Elle vous garde que certaines lignes radiales et puis elle fait le transformé de Fourier inverse.
Et les lignes radiales sont choisies aléatoirement, par exemple. OK. Ensuite, vous avez ça. Vous rajoutez du bruit et vous résolvez les mêmes problèmes qu'avant, que dans ce cas-là. La seule chose, c'est que maintenant, j'ai un H qui est appliqué ici. Un H qui est appliqué ici. Alors, juste pour voir, en fait, celui-là. Ah oui, voilà. Vous avez aussi un H. Ah voilà, ça, c'est H transpose. Un H qui est là. Alors, maintenant, je fais quand même une hypothèse. C'est que je dis que X0 est constant par morceau. Donc là. En tout cas, je vais dire plutôt qu'il est régulier par morceau. Régulier par morceau. Alors, ça veut dire quoi, régulier par morceau? Ça veut dire typiquement que c'est quelque chose dont le gradient va être parcimonieux. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ici le gradient de X, d'accord, ou la variation totale, si vous préférez. Et donc là, ce ne sera pas la norme 1 de X, ce sera la norme 1 du gradient de X. Voilà. Et là, on part. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. Il y a un accent quelque part là-dedans? Ok, bon, c'est pas grave. Si, attendez. Ah oui, non, non. Texte. Voilà, donc là, ça marche. Voilà, donc là, compresse un signe. Donc H aléatoire. Et X0 va être régulier par morceau. Voilà. Donc je le refais. Donc H aléatoire, X0 régulier par morceau, mais je fais la même chose. Comme X0 est régulier par morceau, au lieu de promouvoir la parcimonie de X, parce que X n'est pas parcimonieux dans ce cas-là, mais son gradient est parcimonieux. Donc, en fait, on va minimiser la variation totale. Donc là, c'est ce que vous voyez apparaître ici, dans les différentes situations. Ah oui, là, ici, ce sera Y égale HX. Voilà. Exactement. Et H, c'est l'opérateur, justement, de mesure qui sera aléatoire. Alors, regardons maintenant le code. Donc là, c'est ce que je fais. Donc la matrice H, ça sera une matrice, pardon, ça sera une matrice qui sera, qui aura en fait, alors, on aura un vecteur de 1024 échantillons. Donc là, c'est, un nombre de mesures qui est de 1024 échantillons. Le coefficient, lui, le vecteur, lui, il sera de 2048. D'accord? Alors là, c'est le nombre de sauts que je vais simuler dans le signal. Donc, je vais vous montrer après. Donc là, je vais simuler un signal qui est constant par morceau. Alors, c'est quoi un signal qui est constant par morceau? C'est très simple. Vous synthétisez un train de Dirac et vous l'intégrez. L'intégrale, en fait, d'un train de Dirac, c'est un signal qui est constant par morceau. C'est très simple. Et ensuite, je fabrique l'opérateur H. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Donc ça, c'est vraiment l'opérateur H. OK. En fait, ici, il s'appelle fast majeur parce que ce n'est pas une matrice. C'est vraiment un opérateur qui est implicite, mais dans le fond, il implémente juste une matrice. Donc ensuite, vous fabriquez Y0, vous fabriquez Y0 plus epsilon, enfin plus le bruit pour avoir Y. Et le reste, c'est la même chose que ce que j'avais avant. Encore une fois, la seule chose que j'ai changé ici, j'ai changé K et KS, parce que là, c'est H et H transpose. Donc, c'est ce que vous voyez ici, hein, H et son adjoint. D'accord? Et l'opérateur proximal, ce n'est pas l'opérateur proximal de la norme L1, ce sera l'opérateur proximal de la variation totale 1D. Il se trouve que dans le cas 1D, on peut le calculer de façon presque explicite. OK, mais sinon, tout le reste, c'est pareil. Ça ne change strictement rien. Alors, test CS. Non? Sinon Jalal, tu peux aller jusqu'à 10h30. Hein. Il y a une petite erreur de
de frappe sur l'emploi temps. Ce n'est pas 10h, mais c'est 10h30. Mais par contre, je ne sais pas si ton emploi temps va te le permettre ou pas. Non, moi, je ne peux pas parce que je suis attendu. Voilà, voilà, c'est ça. Parfait. Mais dès que je finis ça, ça sera bon. OK. Après, en fait, on va faire une petite séance de questions-réponses et puis après. Ah, c'est parfait. OK, donc là, ça tourne. Regardez, hein, c'est très rapide. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Je vais le refaire tourner parce que là, il n'a pas très bien tourné. Et je crois que je l'avais fait exprès pour qu'il ne tourne pas très bien. Ouais. Ah oui, c'est ça. Non, c'est de ma faute. Je vais revenir au code. Donc, il faut que je lui donne quand même plus de mesures. Alors, ça qui est bien, c'est qu'en fait, avec des démos comme ça, on peut jouer sur les paramètres très facilement pour que ça tourne. OK. Donc là, il y arrive presque. Et ce que je vais faire, ah voilà, c'est ça. Donc là, je vais le descendre à 10. Ou à 5. Comme ça, il y a moins d'inconnus. En fait, compresse ainsi que ça ne marche pas tout le temps. Hein. Ça marche que si le signal est très, très parcimonieux. Et en l'occurrence, là, si le gradient est parcimonieux. Voilà. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est les mesures. Pardon. Alors, c'est des mesures gaussiennes. Donc, en fait, ça ne va pas vous dire grand-chose. Donc, on oublie. C'est quoi ça? Implicite, ouais. Donc là, non, ce n'est pas des mesures gaussiennes, c'est des mesures d'Fourier. Mais effectivement, ça ne va pas vous dire grand-chose. Alors, l'algo, en fait, Fista, il n'a pas encore convergé, donc il ne marche pas super bien. Mais par contre, regardez, Fista, il a déjà convergé. Hein. C'est pour ça qu'on voit la différence de convergence. C'est très important dans ce cas-là. Et donc, effectivement, vous voyez, hein, le rouge, c'est le signal original et le bleu, c'est le signal qu'il arrive à reconstruire. Et vous voyez, en fait, sur le profil de convergence, effectivement, le Fista, il est beaucoup plus rapide que Ista, comme on pouvait s'y attendre, de toute façon. Alors ça, c'est avec du bruit. Si vous n'avez pas de bruit, en fait, regardez avec Basis Pursuit. Donc, résolu avec le primal dual. Donc, effectivement, ça marche super bien. Si vous regardez ici, hein, on peut le résoudre aussi avec Douglas Ashford dans ce cas-là. Donc, ça marche vraiment super bien. Là, en fait, on a reconstruit le signal de façon exacte. Ensuite, si vous avez du bruit, encore une fois, mais vous résolvez toujours Douglas Ashford, mais cette fois-ci la version bruitée, contrainte, pas la version pénalisée. Donc là, il faut bien choisir le lambda, sinon ça ne marche pas. Donc effectivement, ça marche assez bien. On n'est pas très loin du signal original. Et idem si vous faites un pixel après. Voilà. Donc effectivement, le compressor sim aussi, il y a plein d'expériences dessus avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Et comme je vous l'ai dit, cette expérience-là, elle est déjà implémentée dans le code. D'accord? Elle est dans la toolbox et ça correspond, je le redis quand même pour rappel, c'est ce problème-là. Voilà. Test CS, Fourier, TV, Shape-Logal. Et donc là, si vous regardez le code, il n'est pas très long à faire. Voilà, donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller jouer avec cette toolbox. Il y a vraiment plein de choses à regarder. Alors, je vais en profiter pour faire aussi la pub d'un de mes super collaborateurs. Je ne sais pas si vous connaissez les Numerical Tours. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En fait, alors, Numerical Tours, c'est tout un environnement, justement, qui permet de faire il y a plein de codes numériques, justement, autour des sciences des données.
et qui fait des choses qui vont aller du traitement d'image jusqu'à maintenant les réseaux de neurones, etc. C'est développé essentiellement par Gabriel Perret. Et en fait, la différence avec ce que je vous ai présenté, donc là, il a repris un peu les méthodes, en fait, on les a développés en partie un peu ensemble, et puis il y a d'autres choses qu'il a repris de ce que j'ai fait sur la partie optimisation. Donc, en fait, vous la retrouvez ici. Alors, la grosse différence, c'est que dans ce que je vous ai présenté, c'est essentiellement en MATLAB. D'accord? Alors ici, en fait, il y a les numerical tools en MATLAB, en R, mais aussi en Python. Et en fait, il y a les versions interfacées avec Julia. D'accord? Et en l'occurrence, pour MATLAB, donc là, vous avez effectivement toute une partie sur l'optimisation. Et donc là, tout ce que vous voyez ici, c'est des choses dont on a parlé. Alors, c'est en particulier la descente de gradient, on en a parlé. Le forward backward, on en a parlé. Le Douglas Rashford, on en a parlé. Le primal dual aussi, le GFB, le forward backward sur le dual, en fait, ce qu'on appelle la dualité differential Rockefeller. Voilà, donc tous ces algos, on en a parlé, en fait, et vous avez l'équivalent, justement, qui est sous Python dans cette toolbox. Donc, n'hésitez pas, en fait, à télécharger aussi les numerical tools. Et c'est interfacé, soit, en fait, avec soit avec des notebooks, soit directement en web. Donc là, vous cliquez, par exemple, et vous avez tout qui est expliqué ici. Et avec MATAJAX, qui permet, en fait, de compiler directement. Vous avez des endroits que vous pouvez remplir sous forme d'exercice. Sinon, vous avez la version plutôt Python directement avec Jupyter Notebook. Sur des choses très, très simples. Donc là, vous voyez, en fait, c'est l'expérience que je vous ai montrée, hein, qu'il a reprise, avec des comparaisons, etc. etc. Voilà, alors c'est moins complet au niveau optimisation, mais ça a plein d'autres choses. Voilà. Qu'il aime ici. Donc, soit l'un, soit l'autre, c'est comme vous voulez. Et tout marche bien. Donc là, par exemple, regardez, hein, il vous fait voir ce que c'est que l'opérateur proximal, en fait, du soft thresholding. Hein, on le voit apparaître ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et donc, bon, je vais laisser en fait mon écran. Si vous avez des questions, comme ça, je vais y répondre. Et puis, vous êtes invités à me poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Donc, il y a des questions? Vous pouvez directement les poser. J'espère que tu vas entendre, sinon on va approcher du micro. En fait, c'est un peu difficile parce que effectivement, il faut pratiquer. Et de toute façon, même si j'avais été sur place, ça aurait été compliqué de le faire qu'en 2 heures, parce que ça, c'est des choses que je fais généralement en 15 heures de TP. Donc, voilà, c'est pas des choses, effectivement. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment jouer avec le code et essayer d'expérimenter par vous-même, de créer vous-même vos propres démos pour pouvoir effectivement bien voir si vous avez bien compris, etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à me les poser. Enfin, par Internet, je parle. Si vous voulez m'envoyer un mail, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un petit guide pour qu'on puisse se repérer? Oui, c'est ce qu'il a donné tout à l'heure. Sur la page de Numerical Tools. Alors, il y a Numerical Tools. Vous tapez sur Google Numerical Tools et vous tombez directement dessus. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez la version MATLAB, vous avez la version Python, qui est aussi en fait qui est déclinée sous forme soit de code Python, soit de code sous forme de notebook, soit Jupyter Notebook, soit Julia. Et vous avez aussi la version R. Et à un moment, il y avait même une version Scilab. Mais je ne sais pas si elle y est toujours. D'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Dans la pratique, comment on peut calculer la constante de Lipschitz? Est-ce qu'il y a une fonction prédéfinie ou bien ça dépend du problème? Ouais. Alors, en fait, non, il n'y a pas de fonction prédéfinie. Non, il n'y a pas. C'est compliqué, en fait. Ce n'est pas un problème qui est simple. Alors, si votre fonction, par exemple, est C2, là, vous pouvez le faire parce qu'effectivement, à partir de la haïtienne, vous regardez en fait le sup des normes spectrales de la haïtienne. Alors, dans la plupart des cas, en fait, qu'on a en traitement d'image, l'attache aux données quadratique. Et donc, en fait, si l'attache aux données quadratique, vous pouvez calculer la constante de Lipschitz à partir de la norme d'opérateur de votre opérateur forward, H, là. Et ça se calcule très simplement. Si vous ne savez pas le faire,
et vous n'arrivez pas à le faire parce que l'opérateur est compliqué, là où il y a un code, il y a une fonction qui permet en fait de calculer une norme d'opérateur. En fait, on appelle ça la méthode des puissances itérées. Elle est où? Voilà, compute opérateur norme, elle est là. D'accord? Donc là, vous lui passez un opérateur et ça vous retourne la norme spectrale, donc la constante de Lipschitz. Mais ça, c'est valable uniquement dans le cas linéaire. Si ce n'est pas linéaire, si c'est non linéaire, je peux vous calculer la norme d'opérateur en fait de L, mais je ne peux pas vous calculer la constante de Lipschitz de votre fonction totale. Ça n'a pas de sens de toute façon parce que justement, en fait, ça dépend de la fonction. Question? Oui, derrière. Vous pouvez vous rapprocher. C'est de rapprocher. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible donc de faire le transformé de Fourier donc avec une fonction donc déjà intégrée, ou bien il faudra créer sa propre fonction pour faire la simulation? Oui, oui, absolument, ouais. Sans aucun problème. Vous pouvez vous appuyer sur ce code-là, celui-ci. Là. Effectivement, vous pouvez reprendre ce code-là et le faire comme vous l'entendez, sans aucun problème. Oui, oui, vous pouvez, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question d'ordre théorique. C'est à propos de système dynamique, second ordre. Il y avait le coefficient P sur T. Est-ce que ce coefficient est bien... c'est quoi l'idée derrière ce choix? Est-ce qu'on peut, par exemple, changer le choix de telle sorte qu'il dépend de la fonction, par exemple? Parce qu'il donne, je pense qu'il donne le taux maximal, c'est ça, de la convergence. Le taux optimal. Optimal, oui. Alors, je vais vous répondre de façon très précise. Là, si vous voulez en fait une réponse précise, je vais vous la donner. Alors, juste pour vous remettre en fait le système dynamique, comme ça, on est sur la même page. Voilà, on y est presque. Voilà, voilà, ça arrive. Voilà, on y est là. C'est bien ça. OK, très bien. Alors, en fait, l'histoire de ce système dynamique-là, elle n'a pas commencé en fait avec ce choix-là. En fait, elle a commencé avec un autre choix qui est ici un choix ce qu'on appelle en fait un frottement visqueux, mais non évanescent, qui était constant. D'accord? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là, il était connu des mécaniciens depuis très longtemps. En fait, ça n'a rien à voir avec l'optimisation. C'est vraiment un système mécanique. Donc là, typiquement, il y a des gens comme Alain Haro qui étudient ce genre de système depuis très longtemps. OK? Et notamment, en fait, les propriétés d'amortissement de ce genre de système pour avoir l'amortissement optimal. Bon, alors au début, en fait, c'était Boris Poliak, qui est un grand optimiseur, en fait, qui avait justement proposé ça, avec ici un frottement visqueux qui était non évanescent, qui était constant. Et en fait, ça a un nom en physique, ça s'appelle la boule pesante. D'accord? C'est en fait que le frottement, il est constant, il disparaît jamais. D'accord? Et en fait, on s'aperçoit que ça marche, d'accord? Mais vous n'allez pas avoir le taux optimal 1 sur K carré. Vous allez avoir en fait un taux au mieux de 1 sur K. D'accord? Ou en temps continu, ça va être un taux en 1 sur T. Alors, en fait, pour les fonctions qui sont fortement convexes, il ne faut pas utiliser ce système d'ailleurs. Il faut utiliser le système qui est associé à la boule pesante, pour lequel justement le P sur T est une constante. Et cette constante doit être égale précisément à 2 fois racine de mu, mu étant le module de forte convexité. Et si vous faites ça, vous allez avoir un système, d'accord, dont la trajectoire va converger vers le minimum de f avec une vitesse qui est en fait une vitesse géométrique, donc exponentielle, et qui est optimale.
Mais ça, c'est pour les fonctions fortement convexes. Donc, la seule situation où on va utiliser un pas ici qui est constant, enfin plutôt un frottement qui est constant, c'est le cas justement des fonctions qui sont fortement convexes avec ce qu'on appelle la méthode de la boule pesante. Mais de façon générale, on va avoir tendance à utiliser plutôt un frottement ici, qui est un frottement visqueux, mais qui est éventuellement évanescent. Donc là, en fait, ce système-là a été étudié pour une famille qui n'est pas forcément P sur T, mais une famille générale gamma T. Donc, vous prenez en fait un frottement gamma de T, donc un frottement gamma, qui varie avec le temps. D'accord ? Alors, bien évidemment, le système reste autonome. En fait, le système, il dépend du temps, mais vous voyez, hein, le grade de F, il ne dépend pas du temps. D'accord ? Et en plus, il n'est pas en boucle fermée. C'est-à-dire que le paramètre qu'il a, il ne dépend pas de X. S'il dépend de X, là, ça devient en fait de la boucle fermée. Et si la boucle est fermée, là, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que le système devient complètement non linéaire. D'accord ? Alors là, déjà, en fait, il n'est pas linéaire ici en X. Mais là, en plus, si vous commencez à avoir des choses ici, alors là, ça se complique énormément. Alors, quand gamma, ici, c'est une fonction de T, en fait, la théorie, ce qu'elle nous dit, si gamma va vers 0, mais pas trop vite, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit intégrable, d'accord ? En fait, les vitesses qu'on obtient, c'est typiquement des vitesses on a sur gamma carré. D'accord ? Alors, on a sur l'intégrale de gamma carré. Enfin, c'est compliqué, mais en fait, ça dépend de gamma. Donc, la vitesse va dépendre de gamma et on peut l'exprimer en fonction de gamma. Et effectivement, on peut choisir, par exemple, ici, là, la vitesse, le frottement en P sur T à la puissance R, avec un R qui est différent de 1. Ça, on peut. D'accord ? Avec R strictement inférieur à 1, enfin inférieur ou égal à 1. Mais en fait, il y a un autre problème dont je vais vous parler dans 2 minutes. Mais voilà, en fait, ce système-là, on le comprend très, très bien d'un point de vue en temps continu. On peut avoir des frottements visqueux évanescents qui sont très généraux et on peut montrer effectivement les propriétés de minimisation sans aucun problème. D'accord ? Donc, on n'est pas obligé de choisir ça. Clairement, c'est ça. Si c'est ça votre question, non, on n'est pas obligé. Alors, elle est où la difficulté ? La difficulté, c'est quand vous commencez à discrétiser. Parce que la première chose qu'il faut remarquer, c'est que la théorie des ODE, elle vous dit en fait qu'on sait en fait qu'il y a une invariance par changement d'échelle. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait quand je vous dis que la vitesse, on a sur t carré, en fait, la vitesse, elle peut être arbitrairement rapide. Il suffit juste que je rescale le temps, que je mets à l'échelle le temps. D'accord ? Et si je remets à l'échelle le temps, il va sortir ici un coefficient qui va dépendre du temps. Mais effectivement, je peux rendre ça aussi rapide que je veux. OK ? Mais, si vous commencez à discrétiser, les choses se compliquent. Parce que vous ne pouvez pas, justement, faire n'importe quoi. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, notamment parce que vous discrétisez ce paramètre-là. Et en l'occurrence, il y a des discrétisations qui marchent et des discrétisations qui ne marchent pas. En fait, plus exactement, il y a des frottements visqueux gamma de T qui marchent et des frottements visqueux gamma de T qui ne marchent pas. D'accord ? Et en fait, celui qui va marcher, d'accord, c'est justement ceux qui sont de cette forme-là. Et c'est ceux qui vont vous permettre d'avoir la vitesse, justement, de convergence optimale. Alors, la vitesse de convergence 1 sur t carré n'est pas optimale pour le système continu, parce que le système continu, il peut être arbitrairement rapide. Par contre, quand vous discrétisez, d'accord, si vous commencez, en fait, par exemple, à mettre à l'échelle ici, le pas de descente, vous savez, en fait, le pas que j'avais là, ici, le gamma, en fait, il commence à aller vers 0, il commence à dégénérer. Et ça, c'est très mauvais. C'est pour ça, effectivement, que vous êtes obligé de rester avec ce système en P sur T. Alors, P sur T, quelque chose qui ressemble à P sur T, ça peut être, par exemple, P sur T plus P. Enfin, ce n'est pas très grave, ça. Mais il faut que ça soit, en fait, quelque chose qu'on a sur T. Et c'est le seul choix qui vous permet, en fait, d'avoir cette vitesse-là qu'on a sur K carré. Voire même petit taux de 1 sur K carré pour P strictement supérieur à 3. C'est même plus que ça, en fait. Pour répondre à votre question, pour que ça marche sur les systèmes discrets, une fois qu'on a discrétisé, c'est même pire que ça. C'est que vous êtes obligé de choisir P supérieur ou égal à 3. C'est une valeur magique qui sort et vous n'arrivez pas à en montrer. Enfin, clairement, ça ne marche pas si P est strictement inférieur à 3. D'accord ? La vitesse, vous la perdez. Et la vitesse, on la calcule. Et non seulement on la calcule, mais on sait qu'elle est atteinte. Cette vitesse, elle est optimale. On ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas un artefact de la preuve. On ne peut pas le faire mieux. On arrive à exhiber des fonctions pour lesquelles cette vitesse-là est exacte. Donc, vous voyez, en fait, c'est beaucoup de choses. Le système dynamique,
pas de problème. Vous pouvez jouer avec le frottement visqueux. Vous pouvez jouer avec ce paramètre. Il faut qu'il vérifie un certain nombre de propriétés assez générales, de telle façon à ce que ce système-là puisse avoir des propriétés de minimisation. D'accord? C'est en fait, en l'occurrence, que la trajectoire converge vers un minimum et que le grade de f soit évanescent et que f converge vers le minimum. Bon, ça, vous pouvez le faire de façon générale. Alors, bien évidemment, si vous commencez à vous intéresser au cas discret, et même pour la convergence de la trajectoire dans le domaine continu, là, la valeur de P est vachement importante et le choix P sur T est vachement important. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Alors, je ne voulais pas présenter hier, etc. Mais en fait, pour l'accélération, on peut faire encore mieux que ça. En fait, on peut avoir des propriétés supplémentaires si en plus de ce qu'on appelle l'amortissement visqueux, on rajoute en fait ce qu'on appelle un amortissement géométrique qui dépend de la ICN en l'occurrence. Donc là, on va réduire les oscillations. Bon, je ne voulais pas montrer ici, mais ce qui se passe, c'est que vous avez 2 minutes, je peux vous montrer ça rapidement. Là. Voilà, donc là, vous le voyez. Alors, je vais vous montrer juste rapidement un peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, ce que je vous montre, c'est la fonction f en fonction de t, d'accord, lorsque je résous en fait l'ODE que vous voyez apparaître ici, celle qui est là. Celle-ci. Donc ça, c'est le bleu. Et vous voyez en fait qu'elle va vers 0, mais elle oscille. C'est normal, hein, je vous ai dit hier, l'analogie, en fait, ce système-là, c'est vraiment le système qui va gouverner un peu ce qui va se passer sur un pendule. Et le pendule, en fait, avant d'arriver à l'équilibre, pour que le frottement dissipe l'énergie qu'il a à l'équilibre, le pendule, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il oscille en atténuant. D'accord? Donc, on connaît même la solution exacte dans ce cas-là, si vous vous rappelez un peu de vos cours de physique au lycée. Donc, en fait, c'est juste un cosinus amorti ou un sinus amorti. Donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. Et idem pour la trajectoire, parce que là, j'ai pris en fait une fonction qui est fortement convexe. Vous voyez la trajectoire, elle va vers les minimums. D'accord? Le minimum ici, effectivement, c'est 0. Et effectivement, ça va vers le minimum, mais ça oscille. Voilà. Donc ça, c'est le bleu. Alors maintenant, je vais changer légèrement ce système et je vais lui rajouter un terme supplémentaire qui est ici. Donc là, vous avez en fait le frottement visqueux et vous avez rajouté en fait un frottement qui est un frottement géométrique qui va en fait pénaliser les variations secondes de la fonction. Et en fait, si vous faites ça et vous résolvez encore l'ODE correspondante, dans ce cas-là, vous obtenez le rouge. Vous voyez, en fait, vous avez exactement la même vitesse de convergence. Vous avez l'enveloppe. C'est exactement ce qu'on recherche. On cherche l'enveloppe. Vous avez l'enveloppe, mais vous n'avez plus les oscillations. Donc ça, c'est un système qu'on a mis au point avec un collaborateur à moi qui s'appelle Eddy Atouche. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir.